Stéphanie Grandmont, Hélène Busetti, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Mise à jour économique. Je vous montre un tableau, mais c'est vous qui allez me donner votre science parce que je veux savoir ce qu'on doit retenir. On a beaucoup dit logement, coût de la vie. Je vous montre les faits saillants en logement. 15 milliards pour prêts construction d'appartements. 1 milliard, 37 000 nouveaux logements. Stéphanie, je commence avec vous, mais allez là ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on retient de la journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important? Bien, le gouvernement marchait sur des œufs parce que d'un côté, évidemment, il y a des pressions pour essayer de rendre le coût de la vie du logement plus abordable. Mais d'un autre côté, évidemment, le gouvernement a beaucoup dépensé au cours des dernières années alors que les revenus rentraient à flot. Et puis là, il ne reste pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, il essaie de faire plus avec moins et c'est pas simple. Mais les exemples qu'on avait là, justement à l'écran il y a quelques instants sont représentatif, donc de dire ah oui, on va donner des prêts. Alors ça c'est bien parce que c'est pas ça coûte pas nécessairement, ça sort pas des coffres de l'État puisque ce sont des prêts. Il y a toutes sortes de mesures comme ça dans la construction où on dit on va accélérer les demandes pour les immigrants qui sont dans le secteur de la construction pour qu'ils puissent arriver plus vite au Canada, avoir pouvoir travailler ici. Donc ça non plus c'est pas quelque chose qui grèvent les fonds publics, toutes sortes de mesures de cette nature-là. Mais quand même, quand je regarde le portrait d'ensemble, on voit que malgré tout, les déficits pour les 5 prochaines années vont augmenter de 36 milliards. Donc, malgré ça, malgré l'effort pour contenir les dépenses, on se retrouve tout de même avec des déficits qui augmentent encore et encore. Et c'est comme un mirage avec le gouvernement libéral. On nous annonce toujours un surplus ou un équilibre pour un lointain horizon et ça finit toujours par disparaître alors qu'on a l'impression qu'on s'en approche. Là, de toute façon, il n'y a plus de mirage du tout. Il n'y a même pas d'équilibre en vue. C'est ça. Et moi, ça me fait dire qu'on a absolument besoin d'un ancrage fiscal, un peu comme celui qu'on a au Québec et qui a permis d'assainir les finances publiques de façon remarquable là, depuis 25 ans. Pourquoi pas la même chose à Ottawa? Parce que là, on dirait que sinon, ça s'en va un peu à la dérive. Hélène. Oui, alors, je suis assez d'accord avec Stéphanie. Le garde-manger est vide. Ce qui me frappe dans cette mise à jour économique, c'est qu'il y a quand même des dépenses supplémentaires qui sont annoncées. Elles sont plus modestes, si je peux dire, par rapport à ce à quoi Mme Freeland nous a habitués. Mais c'est surtout ce qui me frappe, c'est que plusieurs de ces dépenses-là surviendront plus tard, donc en 2025, voire même après. Vous parliez du 15 milliards en logement, qui sont des prêts, en fait. Ce ne sont pas des dépenses directes là, pour le gouvernement, mais même ça, en fait, c'est ajouté à un fonds qui existe déjà. Et ce qu'on fait, finalement, c'est qu'on prolonge la durée de ce programme. Donc, l'argent viendra plus tard. Alors, c'est un peu ça aussi une forme de mirage. Il y a quelques mesures qui sont susceptibles de plaire au NPD, le partenaire de coalition, en tout cas de quasi-coalition des libéraux, par exemple pour aider le consommateur. On parle de peut-être réduire les frais bancaires lorsqu'on est à découvert, encadrer les frais d'itinérance sur notre cellulaire, en tout cas des sièges dans les avions pour les personnes de moins de 14 ans sans frais supplémentaires pour être assis à côté de son accompagnateur. Mais tout ça, encore une fois, on nous dit, bien, restez branchés, on vous dira ce qu'il en est dans le prochain budget. Ça nous met à peu près dans 6 mois. C'est comme si on était en train de dire à M. Singh, s'il te plaît, ne nous renverse pas encore. Nous avons plus à t'offrir, mais plus tard. Pas maintenant. OK. Voilà. Chantal, vue générale. Bon, ce que je comprends dans un premier temps, c'est que le partenaire néo-démocrate va s'en satisfaire. Monsieur Singh avait préparé le terrain la semaine dernière en disant non, c'est pas une ligne rouge pour moi qu'il n'y ait rien sur l'assurance médicaments là-dedans, et il n'y a rien. Je ne suis même pas sûre que le mot a été prononcé, ou peut-être une fois pour parler d'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, les libéraux sont en train de se construire un programme électoral. Et ce programme électoral, entre autres, il dirait, si vous nous réalisez, on va s'entendre pour que le déficit ne soit jamais plus élevé qu'1% du PNB. Et là, on dit PIB. Et ça,
ça commence en 26-27. Alors, on est de l'autre côté de la vie actuelle du gouvernement. En disant ça, bien, on s'enlève, j'imagine, la capacité de faire des grandes promesses électorales qui coûtent de l'argent. Mais ce qu'on dit aussi, c'est, écoutez, avec les efforts qu'on fait, le déficit va rester au-dessus de 30 milliards de dollars. Alors, demandez donc à M. Poilievre ce qu'il va faire pour réaliser sa promesse d'équilibrer les finances publiques. Et c'est intéressant, Chantal, parce que je regardais le tableau, on va le revoir, le solde budgétaire, là, et je me disais, ils sont presque contents là, qu'on soit dans le rouge. J'exagère, Hélène, évidemment, pour faire image, mais pour faire un contraste avec l'équipe de Poilievre en disant, vous éliminez comment le 40 milliards en 23-24, comment le 38,4 en 24-25, etc. Là. C'est une ligne de démarcation. Et ça, c'est une réponse, une question que l'on pose souvent, ou en tout cas régulièrement à M. Poilievre, et à laquelle on n'obtient pas de réponse satisfaisante. Une des choses que M. Poilievre aime dire, c'est qu'il mettrait la hache dans la Banque d'infrastructure du Canada. Hein? À son avis, c'est une patente de 15 milliards de dollars et on économiserait 15 milliards. Bon, de un, c'est une somme non récurrente, ça ne nous mènerait pas tellement loin pour éponger ces déficits que vous nous montrez, mais de deux, il y a quand même une dynamique intéressante qui se développe parce que dans la mise à jour économique de l'Ontario, il y a quelques jours ou semaines, là, je ne me souviens plus, on a justement annoncé la création d'une banque de l'infrastructure, mais de l'Ontario. Donc, on calque le modèle canadien fédéral et on le reproduit en Ontario. M. Ford, dernière fois que j'ai vérifié, en tout cas, il est conservateur. Alors, ça risque de mettre un peu de sable dans l'engrenage de M. Poilievre quand il va nous présenter ça comme la mesure à faire pour équilibrer les budgets, alors que en tout cas, son homologue, lui, pense que c'est tellement une bonne idée qu'il faut s'en créer une. Mais on doit revenir à l'ampleur de ces déficits, hein, parce que ça fait en sorte que nos frais d'intérêt sur la dette explosent. Ah oui. À peine. En 2021, c'était à peu près là, 25 milliards par année qu'on payait à chaque année en intérêt. Là, on est rendu à presque le double, 46 milliards. Et dans quelques années, on va être rendu à 60 milliards. Donc, un 40 milliards qui se sera ajouté juste en intérêt sur la dette. Ça, c'est quasiment 2 autres forces armées canadiennes qu'on se paye, mais sans avoir aucun soldat supplémentaire. Là. Très bien. Ouais. Pour les... Oui, Chantal, un mot? Juste en passant, évidemment, on aurait... Et c'est vrai, c'est parce que les taux d'intérêt ont augmenté, mais on n'aurait pas une dette de cette ampleur-là s'il n'y avait pas eu de pandémie. Là. On ne peut pas réécrire l'histoire et dire regardez la dette qu'ils ont accumulée comparée à Stephen Harper ou Brian Mulroney. Ça n'a rien à voir. Oui, et il y a des gouvernements provinciaux qui doivent se dire merci quand même, gouvernement fédéral, de l'avoir pris la dette et de ne pas nous l'avoir laissée parce que il y a des provinces qui seraient en faillite aujourd'hui. Stéphanie. Mais c'est vrai ce que dit Chantal, absolument. Mais d'un autre côté, le gouvernement a ajouté des dépenses substantielles. Aujourd'hui, on se retrouve avec des dépenses. Le taux de croissance des dépenses au fil des ans était de 8 %, même presque 9 %. C'est énorme là, par année. Et là, aujourd'hui, en ce moment, les dépenses pandémiques, elles sont disparues. Mais on se retrouve quand même avec un niveau de dépenses qui est beaucoup plus élevé que celui qu'on avait avant la pandémie. Et ça, ce sont des dépenses récurrentes. On parle de services de soins dentaires, on parle de services de garde, etc., etc. Donc, ce sont tous des services qui se sont ajoutés, mais il n'y a pas de revenus qui ont été, il n'y a pas d'impôts nouveaux qui ont été ajoutés pour payer tout ça. Donc, c'est sûr que c'est là qu'on crée un trou. Très bien. J'ai une petite question, plus de détails, mais sur notre tableau 04, c'est écrit la Charte hypothécaire canadienne. Louis nous en a parlé un peu tout à l'heure. Vous étiez au huis clos, je crois, Hélène. Est-ce que, pour les gens qui renouvellent leur hypothèque là, avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, c'est le dernier point du tableau, Charte hypothécaire canadienne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudra dire, Hélène? Bien, sincèrement, rien. Il faut en croire, en tout cas, les fonctionnaires qui étaient lors de la séance d'information, je suis allée m'informer justement, et ce qu'on me dit, c'est que toutes ces règles-là, par exemple, de permettre d'étendre la durée d'amortissement de manière temporaire jusqu'à peut-être 40 ans, de ne pas facturer des intérêts sur les intérêts impayés lorsque vous vous trouvez en situation d'amortissement négatif, que toutes ces règles-là, elles existent déjà dans des... Je me rappelle plus du nom exact, là, mais des ententes qui existent et qui s'appliquent au secteur bancaire. Mais là, on va écrire ça en langage
plus compréhensible, plus digeste pour le commun des mortels et ça va prendre la forme d'une charte. Mais ce qu'on me dit, là, c'est que tout ça, ça existe déjà. Je suis pas une spécialiste, je vous relate ce qu'on m'a dit. Non, mais je suis content d'entendre ça parce que c'est plus clair comme ça. Parce que depuis tout à l'heure, j'avais d'autres choses à faire, mais je me disais, c'est quoi? Est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui sont dans cette situation-là, on en parle beaucoup, qui renouvellent. Ça ne change rien. Il y a des choses qui existent, qui vont continuer à exister. C'est qu'il y aura un beau document là, qui va nous permettre de le brandir dans une campagne électorale, probablement. OK. Mais Chantal, vous avez dit... Pas à la Cour suprême. Pardon? Cette charte, pas à la Cour suprême. C'est un document d'information. OK. OK. Alors, ça va être ça, à moins que vous ayez d'autres choses à dire sur la mise à jour économique. Ça va être ça pour ce soir. Le NPD, donc, c'est réglé. Chantal, vous l'avez dit d'emblée... c'est réglé. Oui. N'est-ce pas? C'est ça. On ne s'excite pas. On peut planifier nos voyages de Noël. Parfait. Les grèves. Oui. Il y a les grèves, il y a les Kings aussi. Mais je voulais... Les grèves, allons-y rapidement. Aujourd'hui, appel de Sonia... Bon, grève, d'abord, première journée. On a vu ces images, là, puis partout au Québec, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de monde. Ils étaient bruyants et gonflés. Sonia Lebel, Bernard Drinville et le ministre de la Santé qui ont lancé un appel à venir négocier. On veut de la souplesse, disent-ils. C'est pas vrai qu'on vous offre rien. On est encore très... Ce qui frappe, là, c'est qu'on est encore très, très loin. Stéphanie, tour de table. Oui, bien là, pour l'instant, on a l'impression que la vraie négociation, elle n'a pas encore commencé, mais ça commence à être le temps. Tout le monde se disait, bon, il va y avoir une grève, donc pourquoi sortir nos munitions trop vite? On va attendre que tout le monde soit dans la rue. Le gouvernement se disait, je vais pas déballer mes offres trop vite. Mais là, honnêtement, on y est. Puis, il y a des gens qui en souffrent, là. Il y a des enfants qui n'ont pas de cours. Il y a des malades. Il y a des parents qui doivent refaire leur horaire. Donc, oui, ça fait mal. Puis évidemment, il y a des syndiqués qui n'ont pas de fonds de grève et qui vont devoir faire peut-être rouvrir leur hypothèque, là, je ne sais pas. Donc, c'est le temps qu'on s'y mette. Le problème, c'est que j'ai l'impression que là, on focus beaucoup sur les offres salariales, c'est normal, mais est-ce qu'au fond, c'est vraiment ça qui va faire la différence dans la vie des syndiqués? Certainement qu'elles veulent avoir là, des conditions salariales qui leur permettent de couvrir l'inflation, mais au-delà de ça, ce qu'on entend beaucoup, c'est que le réseau a besoin d'amour, c'est qu'elles ont besoin de renfort et que donc, il faut qu'il y ait dans ce processus-là une révision des façons de faire pour que... Bien, c'est ce que dit Mme Lebel. Ce que vous dites, c'est ce que plaide Mme Lebel. Et M. Drainville, en disant, on leur offre de l'aide aux classes, on leur offre de la souplesse, mais il faut en parler. C'est exact. Enfin, on a l'impression qu'il y a encore, puis c'est normal, il y a du théâtre, là, mais un dialogue de sourds, Hélène et Chantal. Oui, bon, moi, je confesserai qu'aujourd'hui, j'étais dans mon huis clos, donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu voir parce que l'Internet nous était coupé, mais j'ai un peu l'impression que là, on est dans les figures imposées. Là. On savait qu'on s'en allait vers ces journées de grève. Bon, il y a du monde qui vont s'ajouter en courant de semaine. J'ai un peu l'impression qu'on va d'abord passer à travers ces figures imposées. Donc, on va avoir des discours, on va déchirer nos chemises de part et d'autre, on va dire revenez de négocier, on est ouvert, etc. Mais qu'on va épuiser un peu ce processus-là, si je puis dire, donner un peu de temps à la grève, puis ensuite, comme dit Stéphanie, peut-être on commencera à négocier un petit peu plus sérieusement. C'est l'impression que j'ai. Très bien. Chantal. J'imagine que le gouvernement comprend, mais j'en suis pas certaine, que la balle est finalement dans son camp, que toute l'opération « vous devez nous faire une contre-offre » au syndicat a échoué totalement dans l'opinion publique et que les parents, les gens qui sont touchés par la grève, dans le moment, regardent le gouvernement et pas les grévistes en disant s'il doit y avoir une solution, il faut que ça vienne de là. Alors, on verra si le gouvernement comprend le message, mais s'ils ne le comprennent pas, ils font une mauvaise lecture de la situation. Très bien. Parlant de mauvaise lecture, Éric Girard, on n'a pas le temps on a entendu plus haut les extraits. Éric Girard était sur la défensive, mais l'argent investi pour la venue des Kings à Québec reste. Vous êtes étonné qu'il n'y ait pas eu de recul, Chantal, là-dessus?
J'imagine qu'il y a un contrat et qu'il va perdre la face s'il y a un recul, mais néanmoins, la façon dont il présente ça, c'est si je n'avais pas payé, il n'y aurait rien eu. Le problème, c'est qu'il y a plein de Québécois qui disent que c'est correct d'avoir rien. Hélène. Oui, moi aussi, c'est ce qu'on m'avait dit, en fait, il y a un contrat, donc on ne peut pas reculer. Mais moi, quand j'entends le ministre nous dire, on va peut-être essayer de faire venir d'autres équipes, là, c'est là que le caucus et les gens qui commencent ouvertement à dire qu'ils ne sont pas à l'aise, que cette décision-là ne reflète pas leurs valeurs, c'est peut-être eux qui vont nous faire en sorte qu'on n'aura pas un autre deal de ce genre. Dont Éric Girard, il faut le faire. L'autre Oui, Éric Girard de la CAQ qui n'est pas d'accord avec Éric Girard. Stéphanie, conclusion. Bien, c'est quel mauvais signal en pleine négociation. Ça pouvait pas... Monsieur Girard, c'est sûrement bien compté, mais là, il a manqué... Il y a un calcul politique qui lui a complètement échappé. Stéphanie, Hélène, Chantal, merci beaucoup. À la prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.